On ne peut pas définir ni caractériser un peuple si l'on ne tient pas compte de ses traditions, de ses us et coutumes, bref, de sa culture. La culture africaine, malheureusement, est en train de subir plusieurs coups à cause, bien entendu, de la civilisation venue d'ailleurs qui s'impose et qui empiète aux droits des Africains, au point que certains commencent même à penser que être africain, c'est être maudit. Ou appartenir aux us et coutumes africaines, c'est appartenir à des réseaux de sorcellerie. Et pour ne pas faire absorber cette insulte au peuple africain, certains, courageux, se sont levés pour dire il faut se constituer en ligue, en groupe, pour défendre à tout prix les intérêts de l'Afrique, l'honneur et la dignité de ces continents aussi grands qui constituent d'ailleurs les poumons de la planète. Au nombre de ces Africains qui s'élèvent, il faut citer la personne que nous avons choisie pour être notre invité aujourd'hui. Il s'appelle Boulopoué Koko Nyamabo. Nous le recevons en qualité de vice-président du CESAC, CESAC qui est le conseil de sages du Kama, Kama qui est l'Afrique. Il est en même temps membre, je dirais l'un des fondateurs aussi, du Front Banakama. Nous allons nous entretenir avec notre invité au sujet de l'Afrique en général, du panafricanisme, du kémitisme, de la spiritualité, de la religion, du discours d'apostasie que certains africanistes apportent sur les lieux publics, surtout à travers des médias, des problèmes divers qui visitent et qui fréquentent l'Afrique et qui indexent l'homme blanc ou l'Occident comme le seul ou le principal responsable. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, que nous aurons une émission très pertinente, des questions prévues sont pertinentes et les réponses seraient, nous le souhaitons bien, à la taille de ce que nous avons prévu pour vous. Sur ces plateaux, je ne serai pas seul. Je serai avec Patrick Moukadi, qui est aussi journaliste, directeur des informations à Téléplus, journaliste chevronné, et ensemble, nous allons co-animer cette émission. Avec lui et vous, nous recevons notre invité, Boulopoué Koko Nyamabo. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, ancêtre Bwanakawa, Otep, Mbote, et puis je salue aussi tous nos téléspectateurs d'être attentifs, de vraiment ouvrir les oreilles et les yeux pour voir et entendre tout ce qui va se dire ici dans ces plateaux. Merci. Vous m'appelez déjà ancêtre, et moi qui suis vivant, vous me tuez d'avance ou quoi? Non, cela veut dire que vous êtes la réincarnation, parce que je pense que vous n'êtes pas le premier Bwanakawa. Vous portez forcément un nom qui vient de très loin, alors c'est dans ce sens-là que je t'appelle ancêtre, soit Koko Bwanakawa. C'est naturel, ça fait partie de notre tradition. Voilà. Vous êtes membre du CESAC, vice-président de surcroît, également membre du Front Banakama. Est-ce que ceux qui nous suivent peuvent rapidement se faire une idée sur le CESAC et sur le Front Banakama? Le CESAC, qui veut dire Conseil des sages du Kama, c'est une plateforme qui regroupe beaucoup d'organisations panafricanistes et kamites, toujours dans le but de lutter contre le néocolonialisme, l'impérialisme, pour travailler sur la création des États-Unis d'Afrique, bref, pour conscientiser la masse et pour avoir des projets véritables pour la restauration de la puissance africaine authentique. Voilà. Alors, le Front Banakama, c'est un front constitué de jeunes de différentes panafricanistes, de différentes visions, horizons, qui généralement organisent des clubs de réflexion, des arbres, des palabres, pour réfléchir sur les problèmes qui lient notre continent. Voilà, c'est un peu ça. Un jeune aussi beau, aussi intelligent, qui parle bien comme vous voulez vous accrocher à l'Afrique, cette Afrique qui a produit des sorciers de l'histoire, cette Afrique qui est restée très en retard en termes civilisationnels. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de faire l'apologie de la petitesse? Non. Vous devez d'abord comprendre que notre continent, qu'on appelle Kama, que beaucoup de gens connaissent du nom de l'Afrique,
a toujours été civilisateur depuis le début et il a civilisé plusieurs peuples. Ouais, donc. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, nous avons accumulé des théories que les autres, c'est-à-dire que ceux qui sont venus torturer notre continent, l'Afrique, ceux qui sont venus nous coloniser, ce sont eux qui ont développé les différentes théories. Que vous venez par exemple de dire que voilà, on a produit des sorciers, tout ça dans les sens péjoratifs, parce que le mot sorcier qui veut dire jeter des sorts. Ouais. Or, dans notre tradition, même dans notre spiritualité, dans toute notre sphère, je pense que ce n'est pas seulement ça que nos ancêtres ont produit. D'ailleurs, même l'autre là, ce sont juste de préjugés en fait. Mais ce qui est vrai, notre culture, notre tradition a produit beaucoup de choses pour en être fiers, peu importe l'âge, peu importe la jeunesse. Nous avons été des grands et nous sommes toujours des grands. Voilà pourquoi nous militons pour restaurer vraiment l'image perdue de notre continent et de notre peuple. Bien, c'était une longue introduction. Je pose maintenant la première question avant de donner la parole à mon confrère. Tout à l'heure, quand vous définissiez le CESAC, vous avez dit que c'est une plateforme qui réunit panafricanistes et kémites. Là, vous nous donnez deux concepts, panafricanisme et kémitisme. Okay. Comment pouvons-nous faire le distinguo entre ces deux concepts? Généralement, c'est vraiment d'ailleurs un problème juste historique, historiographique, parce que lorsque l'on parle de panafricaniste, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Il y a deux mots qui entrent en jeu. Il y a le pan, P-A-N, qui veut dire tout, et le africanisme qui veut dire africain. C'est le panafricanisme et ça réunit tous les Africains. C'est-à-dire que réunissons-nous les Noirs, réunissons-nous pour combattre tel système, telle chose, telle chose. Ça réunit tout le monde, tous les Noirs. Mais attention, maintenant, au problème du kamitique, c'est vraiment autre chose parce que dans le kamitique, on précise sur quelle base nous devons nous unir. On ne va pas nous unir par rapport au paradigme étranger, mais dans les kamitiques, on insiste sur le fait que nous allons se réunir sur base de nos traditions. Parce qu'à l'intérieur du kamitique, il y a la notion qu'on appelle l'afrocentricité. Afrocentricité, qui veut dire mettre l'Afrique au centre de notre réflexion. C'est-à-dire être kamite, cela veut dire d'abord penser l'économie par rapport au paradigme de nos ancêtres, par rapport à nos traditions, définir la politique par rapport au cerveau de notre tradition d'une manière authentique, penser la culture, penser tout. Dans tous les domaines, nous réfléchissons par rapport à notre tradition. C'est-à-dire dans les kamitiques, tu peux pas trouver un kamite qui est capitaliste, non? Qui est communiste, non? Qui est socialiste, non? Tout ce qui est extérieur à l'Afrique, non. Dans les kamitiques, c'est-à-dire que nous avons des théories qui est propre à notre tradition. Les Ubuntu, par exemple. Par exemple, le Ubuntu qui veut dire en langue Xhosa, je suis parce que nous sommes, c'est parce que nous sommes que je suis, qui aussi qui montre la loi de la collectivité. Voilà, qui montre tout cela. Mais vraiment sur cette question, j'aimerais, si vous pouvez me le permettre, lire dans le livre Civilisation ou barbarie de Cheikh Anta Diop, qui est son dernier livre. Ouais. Alors, il a donné une définition ici que beaucoup de kamites s'inspirent pour définir ce que nous sommes. Ouais. Il dit dans la page 16, il dit l'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme. Il différencie déjà un Africain normal qui ne sait rien sur sa tradition, mais dès qu'il va lire nos traditions, dès qu'il va lire toutes ces informations, il va faire naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique. Voilà pourquoi quand tu parles à un Camille, tu sens c'est comme s'il connaît toute l'histoire, parce qu'il a eu le temps de lire, de comprendre, d'avoir une conscience historique de son peuple. Deuxièmement, un vrai créateur, c'est-à-dire un Camille n'est pas seulement dans le parler, dans l'histoire. Nous créons, nous produisons aussi des choses, mais le problème est que généralement dans le plateau, on ne pose que les mêmes questions. On ne pose pas sur ce que nous faisons, sur nos créativités, mais c'est-à-dire que c'est un autre homme et un créateur, il est un prometteur, c'est-à-dire que un porteur d'une nouvelle civilisation. Il dit, est parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. C'est Cheikh Anta Diop qui définit cet autre homme que tout Kamite se revendique parce qu'en étudiant toute notre tradition, c'est ce que nous sommes. En passant, quelle est la place que vous donnez à Cheikh Anta Diop dans la démarche panafricaniste ou kémitiste? Bon, c'est vraiment il nous a donné en fait une base d'unité. Tu vois, actuellement, si on dit que non, rassemblons les Africains ou le peuple, les gens vont se dire, moi, c'est rassemblé sur base de quoi? Comme on va dire, par exemple, ça doit être l'équipe qui doit mettre. Qui doit avoir sa place. Le Moulou va dire, ah non, c'est le Kilouba, les Tétés, là, les Wolofs du Sénégal. Chacun va vouloir prôner sa propre tradition par égoïsme, parce qu'il y a cet esprit égoïste qui est un virus qui est entré à partir de la colonisation. Mais Cheikh Anta Diop nous a dit que voilà, pour avoir une nation, on peut se baser sur l'Égypte antique.
Ouais, c'est-à-dire qu'en étudiant l'Égypte antique, ça peut nous donner des éléments pour nous cimenter, pour baser notre unité, pour la création des États-Unis d'Afrique. Parce que pour se mettre ensemble, je dois sentir que moi et tel frère, on est ensemble. Voilà pourquoi en faisant cette démarche-là, il est beaucoup plus central parce que c'est un point vraiment d'unité. C'est-à-dire en lisant Cheikh Anta Diop, tu seras à l'aise avec un Wolof du Sénégal, de l'enclos colonial du Sénégal, un Bambara du Mali, un Xhosa ou un Zoulou de l'Afrique du Sud. Voilà, j'ai terminé le paragraphe. Et puis il a dit, aujourd'hui, chaque peuple, armé de son identité culturelle retrouvée ou renforcée, arrive au suel de l'ère post-industrielle. Un optimisme africain atavique, mais vigilant, nous incline à souhaiter que toutes les nations se donnent la main pour bâtir la civilisation planétaire au lieu de sombrer dans la barbarie. Voilà. Très fort. Voilà. Avec cet exposé, je pense que sincèrement, il y a quand même une différence entre, si on peut appeler panafricanisme et kamitique. Ce n'est pas dans le sens de mettre des gens en conflit, mais c'est juste naturel. C'est-à-dire que quand on parle du kamitique, on a des théories à développer, tout est carré. Vous voyez, tout est carré. Dans le panafricanisme, tout le monde le sait, c'est vraiment tous les Africains réunis. Dans le panafricanisme, vous pouvez trouver un capitaliste, un communiste, tout ça dans les panafricanismes, c'est autorisé parce qu'il n'y a pas de théorie qui bloque cela. Mais dans le kamitique, il y a la fausse centricité qui définit la fausse centricité. C'est une théorie écrite par Molefi et à Santé, ouais, quand il a vraiment mis de bouclage pour comprendre en fait le fond, le fondement en fait de ce que nous sommes. Très bien. En tout cas, il y a un mot qui revient plusieurs fois, à chaque fois que vous prenez la parole, les États-Unis d'Afrique. Je voudrais que mon confrère en tienne compte dans le lot des questions qu'il a prévues pour vous. Je donne la parole à Patrick Moukani. Merci beaucoup, Benz. Merci à notre invité, Boulou Pouekoukou Nyamabou. Je vous ai suivi religieusement depuis l'introduction jusqu'aux questions de Benz. J'ai comme l'impression que je suis devant un traditionnaliste. Est-ce que je me trompe ou bien c'est ça? Oui, on peut dire ça, je suis dans la tradition. Vous êtes dans la tradition. Je voudrais commencer d'abord par votre nom. Je sais que chez les Africains, le nom a une signification. Oui. Et Boulopoué sonne différemment un autre nom, Moulopoué. Un Moulopoué, c'est un chef. Et un Boulopoué, c'est qui? Le Boulopoué, c'est sang. C'est l'essence en fait du chef. C'est-à-dire que pour être intronisé Moulopoué, on doit te poser la question, est-ce que tu as le Boulopoué? Tu as le sang des Balopoué. Ouais. Il faut avoir le sang des Balopoué pour être intronisé Moulopoué. Oui, surtout à l'époque où, d'après l'histoire de Louba, à l'époque, il y avait un peu de querelle entre les successeurs des différents empereurs. Généralement, pour être intronisé Moulopoué, tu dois avoir le Boulopoué. Et si tu n'as pas le Boulopoué, c'est un peu, je ne sais pas comment on peut définir ça. On dit quoi? Un leader charismatique ou avoir le sang d'un chef. Voilà, le sang. C'est ça le Boulopoué. Donc, en tant que traditionnaliste, vous êtes pour la religion des Noirs. Bon, c'est ça aussi, c'est aussi un autre problème parce que des fois, le mot religion, on n'aime pas trop parce que ça pose trop de confusion, mais on peut dire que nous sommes dans le système spirituel authentique de notre peuple. C'est quoi ce système spirituel authentique? Bon, chez les Louba, on appelle ça les Boukoulou, c'est-à-dire que c'est basé par rapport aux ancêtres, effectivement, parce que les ancêtres, ce sont des êtres qui sont de l'autre côté, qui sont des esprits, c'est-à-dire que c'est un peu, si on peut utiliser le mot français pour le définir, on peut appeler ça, je ne sais pas, de l'animisme, vitalisme, de deux mots mélangés, mais c'est vraiment basé sur le culte des ancêtres. Cela veut dire que les ancêtres sont au centre de tout, de notre façon de voir la politique, l'économie. Donc, on ne peut rien faire sans nos ancêtres, effectivement, parce qu'ils sont les gardiens de nos traditions. Voilà. Oui, ça nous connaissons. Là, vous donnez l'impression d'avoir maîtrisé bien la tradition Louba. Oui. Voulez-vous nous parler des autres traditions? Parce que vous avez évoqué ici les Wolof, les Xhosa, les Zoulous, ainsi de suite. Prenons les cas des Zoulous, par exemple. Les Zoulous, quand nous voyons les films de Shaka Zulu, nous voyons que les Zoulous avaient leur religion à eux. S'il faut comparer la religion des Zoulous à la religion de Louba, quelle différence y a-t-il? Premièrement, si j'ai beaucoup plus basé ma réflexion sur le Louba, c'est parce que vous m'avez posé la question sur Boulopoué, qui était un nom Louba. Et ce n'est pas seulement parce que je suis basé en cela. C'est vrai qu'il faut connaître votre propre tradition, mais il faut aussi s'intéresser aux traditions des autres peuples parce que nous sommes tous issus d'un même bassin civilisationnel qui est l'Égypte antique et la Nubie antique qu'on appelle Taméri, Sematawi et Tasseti qui est le Soudan. Alors, il n'y a aucune différence parce que la tradition Zoulou ou Xhosa ou Louba ou Congo, ça dit presque la même chose. Nous avons la même conception du créateur qui a généré l'univers, vous voyez, et puis
il y a après le créateur, il y a aussi les forces de la nature. Vous voyez, les forces de la nature, il y a les ancêtres. Il y a, nous avons en fait une même programmation mentale, ouais, par rapport à la conception de voir l'univers. Nous voyons tous l'univers d'une même manière, qui est basée sur la math, qu'on appelle la math, l'unité, l'harmonie cosmique. C'est-à-dire que tout doit être en ordre. Les animaux doivent vivre dans leur paradigme, la flore. Pareillement, c'est-à-dire qu'on parle, il y a le respect de l'écologie. Voilà, c'est-à-dire que chez les Luba ou chez les autres peuples, il y a le respect de l'écologie. Tu vois, chez les Zoulous, chez les autres, il y a l'écologie, il y a aussi le système qu'on appelle le culte des ancêtres, y est aussi. La royauté sacrée, les totems, il y a plusieurs valeurs qui montrent que les Zoulous, les Xhosa, les Wolof ou les Luba ou les Congo, nous avons une même tradition, c'est la même tradition, c'est la même religion, comme vous pouvez le dire. Je reviens sur ma question. Le Kama, est-ce une religion ou une science? Le Kama tout simplement veut dire Afrique. C'est-à-dire que nos ancêtres, vous devez savoir que chaque nom a une signification. Comme les Boulopoué. Voilà, comme les Boulopoué. C'est-à-dire que notre continent aussi a aussi son nom. Ouais. Le nom Afrique qu'on a attribué à l'Afrique, ce n'est pas un nom authentique. Le nom Afrique, ce sont les Romains qui ont donné à notre terre le nom d'Afrique. Ça vient d'Ifriqiya, c'était un nom d'une déesse berbère. Vous voyez, les Grecs sont venus, nous ont donné le nom d'Éthiopie, qui vient du grec Aéthiopios, qui veut dire le visage brûlé. Attendez, c'est-à-dire que tous les noms qu'on nous a accordés sont des noms de l'extérieur. Maintenant, en cherchant le nom authentique de notre continent, le vrai nom de l'Afrique, c'est quoi? Kama, ça vient de Kemet, oui. Je peux même vous montrer une graphique, comment on écrit ça en hiéroglyphe, parce que quand je parle de Kama, je me suis basé de l'Égypte antique. C'est un nom d'Égyptien ancien, voilà comment on fait les graphiques de Kama. C'est comme ça qu'on écrit en hiéroglyphe. Ça, c'est un hibou. Effectivement, en fait, c'est le hiéroglyphe. C'est-à-dire que il y a les pictogrammes, il y a les idéogrammes, ça s'écrivait sous forme de dessin. Si vous regardez par exemple le pyramide, vous allez constater qu'il y a des dessins, mais ces dessins-là disent des choses que nous ne savons pas. Ici, il y a le morceau de bois brûlé. Un morceau de bois qui est brûlé, ça a une couleur noire. On appelle ça kem. Ouais. Ça, c'est la chouette. C'est le M, ça renforce juste le kem. Ça, c'est un idéogramme qui signifie qu'on parle de noir comme une cité, agglomération habitée. C'est-à-dire quand une personne face à ça, il comprend qu'on parle de noir, mais on parle d'une cité habitée par ceux qui sont noirs. Et pourtant en Afrique. Et puis T, c'est ça signifie, c'est un mot féminin tout simplement. C'est-à-dire c'est la Kama, la terre-mère. Et voilà. Pourtant en Afrique, une chouette représente toujours un message de mauvais augure. Effectivement, parce que on s'est basé par rapport au paradigme européen. Voilà pourquoi je vous dis toujours l'histoire de la chasse est racontée différemment par rapport aux chasseurs et par rapport à l'animal. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ce que nous savons sur l'Afrique, ce sont ce que les autres ont raconté sur nous. Alors, nous devons savoir qu'est-ce que nos ancêtres, qu'est-ce que nos traditions disent en fonction de nous, en étudiant notre humanité classique, l'Égypte antique, et en étudiant aussi nos traditions, nos différentes traditions actuelles. Mais que direz-vous, je termine, Benz, que direz-vous de l'histoire des Amenga? C'est comment un crocodile à l'ose. Un crocodile à l'ose. Ça, ce n'est pas un Africain, ce n'est pas un Européen qui nous a expliqué ça. C'est un Africain qui explique les rôles qu'a joué les hiboux dans cette histoire. Chaque fois que les hiboux venaient chanter la nuit, pendant la journée, il y avait des conséquences dans la société, dans la famille. Il fallait recourir toujours aux ancêtres, comme vous venez de le dire ici. Donc, les hiboux, ce n'est pas une affaire des Européens qui nous auraient inculqué ça dans nos têtes. C'est déjà dans l'Africain lui-même. Oui. Nous devons savoir qu'il existe un mot qu'on appelle néocolonialisme. C'est-à-dire que l'homme blanc est parti, mais nous sommes restés avec des noirs qui ont des pensées blanches. C'est-à-dire on appelle ça même le Bamindelendome. C'est-à-dire une personne, il peut être noir, mais il a une conception blanche en tête, il peut mal interpréter certaines faits aussi. Voilà pourquoi je respecte Zamenga. Il est déjà de l'autre côté. Mais vous devez savoir vraiment qu'il faut interpréter les choses par rapport à chaque tradition. Alors si par exemple, d'après les textes qu'il avait écrits, et que la chouette signifie quelque chose de négatif, c'est peut-être par rapport à leur tradition, je ne sais pas si c'est universel, ouais, mais chaque chose sur Terre a sa signification. Chaque chose a sa place dans l'univers. L'univers, elle est complémentaire, chaque chose a sa place. Mais oui, cette chose-là ne peut pas jouer un rôle positif, ça peut aussi jouer un rôle négatif. Non, le positif et le négatif, ça dépend de la mauvaise utilisation. Par exemple, le couteau, tu peux en faire pour tuer une personne, mais tu peux en faire aussi pour, je ne sais pas, l'utiliser pour tes affaires. Par exemple, moi, pour faire des œuvres d'art, des fois, j'ai besoin de couteau pour dessiner un couteau bien animé. Ouais. Ok, bon, je comprends que notre ami ne peut pas manquer d'arguments, mais parce que moi, je voulais aller avec lui, oui. Je voulais lui montrer que, en tout cas, quand c'est négatif, c'est négatif. Ce n'est pas par rapport à l'utilisation. Boulopoué Koko Nyamabo. La spiritualité, comment vous la définissez? La religion, comment vous la définissez? Et quelle est la différence que l'on peut retrouver entre ces deux concepts?
Parce que tout à l'heure, vous nous avez fait voir que il y a une différence. D'abord, premièrement, ce sont des noms français, les deux. Mhm. Alors, ça peut porter confusion par rapport aux définitions. Mais je peux répondre à cette question par rapport à trois volets, bien sûr. Premièrement, d'abord, j'attaque d'abord le point de vue étymologique. Les mots, quand on parle de spiritualité, on voit l'esprit, on voit l'homme qui s'expérimente dans le monde spirituel, et puis il peut dire que des choses qu'il a expérimentées, c'est vraiment dans l'action, c'est dans la pratique. Alors, dans la religion, on parle de religare, qui sous-entend, voilà, il y a un pont qui doit être relié au créateur ou à une divinité. Or, déjà, ça pose un problème parce que au début, au commencement, le créateur, il existe-t-il une chose qui n'est pas liée à l'origine? Parce que même du point de vue scientifique, on dit que depuis le Big Bang, chaque objet est relié au noyau primordial. Ouais. Alors voilà pourquoi généralement la différence, c'est ça la première différence, c'est-à-dire religare, c'est-à-dire que la chose qui te relie à Dieu, mais là, quand on parle de spiritualité, c'est dans ce sens-là. Deuxièmement, quand on parle de la religion et de la spiritualité, on voit beaucoup plus la spiritualité dans le sens de l'expérimentation, et puis la religion, on voit ça en termes des dogmes. Tu vois, parce que dans la religion, généralement, il y a des dogmes, c'est une invention humaine, ce sont les hommes qui classent, qui sont les saints, les bienheureux, tu vois, c'est comme si les hommes sont en train de choisir, ce sont eux qui font la loi. Dans la religion, c'est autorisé. Dans d'autres angles de la définition, mais dans la spiritualité, c'est l'expérience. C'est-à-dire, pour qu'une personne soit, je ne sais pas, considérée comme saint, bienheureux, tout ça, c'est par rapport à l'expérience. C'est-à-dire qu'on part dans le monde spirituel, on découvre si cette personne a réellement réalisé ou pas. Ouais. Donc là, c'est aussi un autre angle. Et puis, il y a aussi le dernier que je peux dire, c'est par rapport aux exemples. Par rapport aux exemples, on va comprendre que c'est comme si dans ce monde, il n'existe que trois religions. Ouais, en termes de dogmes, de tout ça, tout ça, il n'y a que le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'islam qui est une secte chrétienne, et le christianisme qui s'appuie sur le judaïsme, et le judaïsme aussi qui n'est qu'une création juive de l'époque grecque, à l'époque où les Grecs étaient devenus puissants. À ce moment-là qu'ils ont eu l'accès à prendre des ouvrages de la bibliothèque d'Alexandrie pour concevoir tout ce qu'ils ont pu écrire, parce que la majorité des personnages de l'Ancien Testament ne sont pas historiques. Vous voyez, il n'y a que ces trois religions. Mais à part ça, on va dire qu'il n'y a que ces trois religions, parce qu'en Afrique, on parle généralement des traditions. À l'Orient, on parle aussi des traditions, on parle beaucoup, ce sont des philosophies, les bouddhismes. C'est vrai qu'on appelle ça religion, mais généralement, on considère que ce sont juste des philosophies. Des courants philosophiques. Des courants philosophiques, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si, dans ce volet-là que je viens de dire, le troisième volet, c'est comme si il n'y a que trois religions. Les autres peuples sont dans leurs traditions, sont dans sectes, voilà, ils sont tout ça, mais il n'y a que ces trois-là qui sont autoproclamés. D'ailleurs, si on dit que quelqu'un est occultiste, ça renvoie directement au bouddhisme, voilà, et aux autres, comme si ce n'était pas des religions, c'était des histoires de derrière la maison. Ouais. Voilà un peu dans ces trois angles-là qu'il y a la différence. Alors, c'est à chacun de choisir, mais généralement, les Kamites, c'est aussi un grand débat entre nous. Est-ce qu'on doit parler des religions africaines, spiritualité africaine, mais c'est vraiment ça la question. Dans tous les cas. Partant de ce que vous venez de dire, oui. Peut-on dire qu'il existe une religion pour l'Afrique? Cette fois-là, on ne parle pas de la spiritualité, on reste sur la religion. La religion. Est-ce qu'il existe? Bon, en termes de... Parce que même en Égypte antique, il y avait des clergés, il y avait des lieux de culte, il y avait des philosophies, il y avait tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on est fort? Parce que maintenant, les problèmes, c'est quoi? Généralement, on pose un problème parce qu'on cherche à réfléchir par rapport au paradigme des autres. Vous voyez? Parce que est-ce que c'est vrai qu'en Égypte antique, il y avait des clergés, il y avait des lieux de culte, il y avait des philosophies ou bien des enseignements? Est-ce qu'on peut généralement dire ça que c'est une religion? On peut dire oui, c'est une religion. Maintenant, comparant maintenant la religion égyptienne en question ou de notre tradition, en la comparant avec les religions actuellement autoproclamées, ça va poser un problème parce que dans notre tradition africaine, il n'y a pas cet exclusivisme, il ne passe par le père qui est par moi, il n'y a pas cette manière de prêcher la djihad, faire la guerre des religions comme l'islam. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a un Dieu qui préfère tuer les autres peuples au profit des autres peuples, choisir d'autres peuples, tu vois, c'est-à-dire dans tous ces sens, toutes les valeurs que les religions autoproclamées, révélées ont évoquées, on va voir que dans nos traditions, ça n'existait pas. Dans la tradition, il y a le respect de l'écologie, il y a les totems, il y a d'abord la conception même de la création qui est différente des autres. Voilà pourquoi ça pose un problème. Est-ce qu'on peut parler d'une religion? Bon, il faut d'abord aussi savoir que la religion, c'est aussi une question politique. Ouais, c'est-à-dire que il faut d'abord qu'il y ait... Attends d'abord. Oui, parce que la majorité des religions s'appuient que par la politique. Très bien. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de vous couper. Oui, je sais. Mais nous réfléchissons en même temps que vous parlez, et nous nous mettons à la place de ceux qui sont à la maison. Ok. Essayez un peu de nous fixer sur quelque chose. Oui. Ça va vraiment nous aider à ouvrir les esprits pour la bonne continuité de suivi de notre émission. Oui. Selon vous, Kémite, panafricaniste, tout ce que vous voulez, puisque nous sommes au sujet de la religion,
Je vous dis quelques concepts que nous avons appris, que nous entendons de la religion. Et vous nous dites comment vous concevez cela, vous définissez cela, votre appréhension par rapport à ça. Dieu, ça se définit comment chez vous? Attends. Je dois noter, oui. Ange, Oui, qui est-il ange. selon vous? Satan, Mhm. qui est-il? Enfer, Mhm. c'est quoi? Mhm. Et Jésus ou Mahomet, quelqu'un qui meurt pour le salut de l'humanité, à quoi ça ressemble selon vous? Voilà. Dans notre tradition, le premier problème, c'est ça. Tu utilises le mot Dieu. C'est un mot masculin qui forcément peut avoir un féminin déesse. Dans notre tradition, ce n'est pas le cas. Sinon, les Louba, on parle d'un Vidjimukulu Abankambo, Mawejan Angela. Je vois dans ce nom, il n'y a pas de masculin ou de féminin. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que dans notre tradition, déjà, c'est ce qui pose un problème. Alors, chez nous, le créateur, il est l'origine de toute chose. C'est-à-dire qu'il est l'origine de toute chose. Alors, pour créer, pour faire sortir quelque chose à l'extérieur de lui, forcément, c'est un principe féminin. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Dieu, il y a les principes masculins et féminins. C'est-à-dire que dans notre conception, à l'intérieur de Dieu, tu dois mettre le mot Dieu et déesse, les deux mélangés. C'est ça qui pose déjà un problème. Et pourquoi vous parlez des énergies père-mère Voilà, mère, père primordial, voilà. Voilà, on parle de l'origine de toute chose. C'est-à-dire que pour nous, le créateur ou bien le Dieu créateur, tout ça, donc c'est l'origine de toute chose. Nous sommes tous issus de lui. Voilà pourquoi on parle, je crois, les Konda, c'est vers l'ex-grand Bandoudou, on parle des Mbombian dans Kalwanga, qui veut dire les premiers ancêtres. C'est-à-dire pour nous, Dieu, il est le premier ancêtre, le premier à être le Vidje Mukulu. Parce que quand on parle de Mukulu, ça veut dire que le premier à être un Vidje. Ouais, alors c'est ça. Ange, ça, ce n'est pas dans notre paradigme. Chez nous, il y a l'origine de toute chose, qui est l'énergie qui est à l'intérieur de toute chose. Il y a les forces de la nature, effectivement, l'eau, la terre, le feu, l'air, et des différentes forces, et voilà. Et puis aussi les ancêtres qui vivaient ici sur Terre et qui sont de l'autre côté, qui sont devenus aussi de ces forces. Alors c'est peut-être, si on peut mettre la différence, peut-être la place où les autres ont mis les anges, c'est là où il y a nos ancêtres. Alors je pose la question, est-ce que les anges sont morts ou sont vivants? Si les autres disent que non, les anges ne sont pas morts, ils sont vivants, ils vivent là-bas, c'est que nos ancêtres aussi ne sont pas morts. C'est si les anges sont morts, c'est nos ancêtres sont morts. Si les anges sont vivants, c'est que nos ancêtres aussi sont vivants. C'est-à-dire que le mort ne sont pas morts de l'autre côté, ils deviennent des énergies. Vous allez encore parler de quoi? De l'enfer, de Satan. Satan, d'après ce qu'on nous a dit, c'est l'opposé de Dieu, c'est le contraire, voilà, les paradis, l'enfer. Dans notre tradition, ça n'existait pas. Parce que je vous l'ai bien dit, que Dieu, il est l'origine, ouais, il est le premier ancêtre. Alors dans notre conception, il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de Satan. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu. Mais l'origine du mal, le responsable des péchés, c'est qui? Ça doit être Satan, bien entendu. En fait, c'est juste un problème de la connaissance. Tu vois, l'être humain, il est, parce qu'on parle même de Naba Kepere, c'est lui qui est venu pour veiller sur l'ordre de l'univers. Il est censé être conscient et intelligent. Alors l'être humain qui n'a pas reçu l'initiation, qui ne sait pas ce qu'il est, il peut faire le mal. C'est-à-dire que pour moi, alors le mal, c'est l'ignorance. Ouais, il ne faut pas chercher les satans, il est où, il vit où, il fait quoi. C'est l'ignorance. Voilà, parce que voilà pourquoi dans notre tradition, lorsque l'enfant atteint l'âge de 7 ans, 12 ans, il entre dans les centres initiatiques pour apprendre le secret, expérimenter, voir, expérimenter les différentes possibilités énergétiques dans son corps, connaître l'univers, voir le monde spirituel, comprendre tout cela. Et quand il va revenir sur Terre, il sera tellement conscient qu'il comprendra. Voilà pourquoi, je se pose des questions de savoir pourquoi l'Afrique, voilà, il n'y a pas de développement, parce que dans l'Afrique, on était civilisateur. On avait le respect de l'écologie, on ne voulait pas faire trop la guerre, on ne voulait pas faire tout ceci. Mais il y a d'autres peuples qui n'avaient pas les systèmes initiatiques. Voilà pourquoi ils ont fait la guerre même au nom de Dieu. C'est un sacrilège, tuer les gens au nom de Dieu. Faire une guerre de religion par rapport à nos traditions, c'est vraiment être malade. Donc Satan n'existe pas. Non, Satan n'existe pas. Il n'y a que Et Dieu, le mal vient d'où? Le mal vient de l'inconscience de l'homme. C'est-à-dire, parce que bon, c'est bon, non. Faisons une équation simple pour conclure à ces débats. Tu imagines l'univers tel qu'elle est, et la nature. Vous imaginez, non? Le lion, les léopards, les animaux, le volcan, tout ça. Et l'homme. Enlève maintenant l'homme dans la création. Enlève seulement, fait comme si l'univers existe, la nature existe, enlève l'homme. Qu'est-ce qui prouve que Satan existe? Je vois que c'est de l'homme qui a fait le mal, qui a péché. Non, c'est l'homme. L'homme, maintenant, c'est quel homme? C'est l'homme inconscient, qui n'est pas informé, qui n'est pas initié, qui ne connaît pas les lois, qui ne connaît pas le but de son existence. Ouais.
C'est-à-dire, ne cherchons pas le Satan, il ne vit nulle part. Il n'y a que Dieu. Parce que moi, je peux dire que Dieu, il existe. Pourquoi? Parce que ça travers tout ce qu'il a créé. Quand je vois le soleil, la lune, les étoiles, l'eau, la terre, le feu, le volcan, tout ça, c'est ce qui prouve l'existence du Créateur. Maintenant, quand on parle du Satan, vous allez commencer à parler du mal. Bon, allez voir alors l'humanité. Vous voyez, vous n'aurez rien à prouver de l'existence. Parce que vous allez dire quoi? Le volcan, quand il crache du feu, c'est ça le mal? C'est ça le mal? Non, parce que quand le volcan crache, il faut poser la question géologique. Le volcan, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Mais c'est ça. Le volcan crash, c'est un phénomène naturel. C'est naturel, voilà. Maintenant, le mal existe parce que le diable existe. Non, les mal existent. Les mal, moi, je dis que ne cherchons pas les mal ailleurs. Les mal, c'est l'être humain qui n'est pas initié, qui ne connaît pas les lois de l'univers, qui ne connaît pas l'harmonie. C'est ça le Satan dont peut-être oui, le Satan est passé par l'homme. Ça encore, c'est un autre débat. Voilà pourquoi tu avais dit qu'il faut avoir une conscience historique. Parce que si tu avais une conscience historique, j'allais te ramener maintenant l'Égypte antique pour te dire que ceux qui sont venus nous parler de Satan, ils ont tiré ça seulement de nous. Ils ont mal interprété nos concepts. Ils ont mal interprété nos ancêtres. Même nos ancêtres que vous illustrez ici, même nos ancêtres que vous illustrez ici, savaient qu'il y avait les mal et les il y avait les biens et les mal. Oui. Nos ancêtres africains savaient, parce que tout à l'heure là vous avez évoqué les cas de chez vous les Baloba, les Vidjabakulu. Vous avez dit tout à l'heure par rapport à la question des anges, ainsi de suite. Apparemment, tu as minimisé là, enfin, excusez-moi, vous avez minimisé la question des anges. Et moi, je vous poserai aussi cette question. Pourquoi les ancêtres Luba recouraient à la cérémonie des Nzolabakishi? Voilà. En fait, par rapport aux Nzolabakishi, c'est de la tradition, bien sûr. Oui. Mais là, ce que maintenant, maintenant, c'est quoi? C'est une différence que tu veux faire avec le fait que j'ai parlé des anges. Oui, parce que vous avez ignoré les anges. Vous avez ignoré les anges. Pour vous, les anges n'existent quasiment pas. Non, en fait, c'est par rapport au paradigme. Tu vois, les autres ont dit qu'il existe des anges. Ils ont dit des angelos, les envoyés, les gens qui vivent, qui sont autour de Dieu par rapport à l'image que les témoins. C'est donc les anges existent, oui ou non? Moi, je ne suis pas dans leur paradigme. Moi, je suis dans les paradigmes traditionnels. Les paradigmes traditionnels, je vous ai dit qu'il y a des forces de la nature, il y a des ancêtres qui sont aussi des puissances, qui sont des énergies, qui sont de l'autre côté, que nous contactons pour résoudre nos problèmes de la communauté. Je suis dans ces paradigmes. Je suis dans ça. Les choses des anges, je ne sais pas comment ça. Je ne suis pas là-dedans. Là, il faut poser aux questions aux pratiquants des anges qui sont des kabbalistes. Tu vois, moi, pour moi, je suis dans la tradition. C'est ça où je suis basé. L'histoire des anges, il faut laisser ça aux anges. Maintenant, pour faire un parallélisme, voilà pourquoi on avait fait de faire un fait le parallélisme entre les notions des anges dans notre tradition. Chez nous, il y a les ancêtres. Chez les autres, il y a les anges. Tant pis, c'est pour eux. C'est à eux. Peut-être pour compléter la question que j'avais posée, est-ce que mon collègue vient de poser, toujours dans votre paradigme, c'est quoi la mort? C'est quoi le paradis? C'est quoi l'enfer? Je parle d'abord de la mort et puis je prends deux adresses différentes qui attendent de l'homme après la mort. Pour avoir satisfait Dieu, on va au paradis. Pour avoir énervé Dieu, on va en enfer. Et là encore, nous trouvons deux chefs. L'un pour le paradis, c'est Dieu. L'autre pour l'enfer, c'est Satan. Mais il y a encore l'existence d'un pont. C'est Jésus-Christ pour les chrétiens, Muhammad pour les musulmans. Comment vous comprenez ce schéma? L'origine de toute chose que nos ancêtres appelaient que les Congos appelaient Nzambian pour Mutulende, ou bien que les Mbunzo appelaient à Congo Mongali, que les Mongo appelaient Nzakomba, que les Swahili appelaient Mungu, que les Tétés là appelaient Onia Shungo et consorts. Cela veut dire que nos ancêtres connaissaient Dieu, ils connaissaient le monde spirituel, ils connaissaient tout cela. Alors d'après notre tradition, quand on rentre à l'intérieur, l'être humain, en fait, l'énergie, tu vois, quand je suis là, ce qui m'anime comme ça, c'est l'énergie. Alors l'énergie qui en moi ne meurt jamais, tu vois. La mort, c'est juste que cette chair ici cesse de fonctionner, mais l'énergie qui en moi vivra toujours. Alors, on dit seulement en réalité, l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur de lui, c'est sur l'énergie. Alors, la mort, c'est juste une transition, c'est juste un passage d'un état physique vers un état spirituel et éternellement, ainsi de suite. Alors, c'est ça le problème maintenant. C'est quoi encore la question de l'autre côté? Vous avez parlé de l'enfer ou du paradis. Quand on meurt, on a deux adresses, l'enfer et le paradis. Moi, je ne Déjà, vous irez où? Moi, j'irai rejoindre mes ancêtres, bien sûr. Vos ancêtres sont où? Ils sont de l'autre côté. Oui, définissez-nous l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté, ça veut dire que dans notre tradition, par exemple, on parle de l'autre côté de l'île, du village, de l'autre côté de la vie. On parle de Mpembakalou, ça dépend de chaque peuple, comment ils appellent ça. Nos ancêtres en Égypte antique, ils appelaient ça les champs diallo, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'il y a chaque nom. On va pas lui parler de l'autre côté parce que peut-être d'autres personnes ne sauront pas définir ces noms-là. Ouais. Donc, dans le monde spirituel.
Dans le monde De spirituel. l'autre côté, ils seront en paix. Hein? Oui, mais non, Ils seront non, en le paix. problème c'est quoi? Quand tu vis ici sur Terre, tu as des actions que tu es en train de poser. Vous voyez? Alors, vous devez comprendre que, premièrement, c'est nos ancêtres qui ont défini les notions du paradis ou de l'enfer. Vous devez d'abord le comprendre. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les autres peuples que vous appelez les Romains ont appris chez les Grecs ont appris chez nous. Ils ont mal interprété nos textes à nous. Ce n'est pas dans le christianisme, c'est pas pour la première fois dans le christianisme qu'on parle du paradis ou de l'enfer. Ça vient de l'Égypte antique. C'est en Égypte antique où on parle de tout ça, de la vie après la mort, comment est-ce que les gens montent vers les cieux, Ounas a fait l'ascension, Néfertari a fait l'ascension, même Osiris, même on dit qu'il est mort, ressuscité, monté aux cieux, voilà, pour guider les troupeaux de rats sur les chemins radieux de la Maat. C'est écrit ainsi dans le l'hymne à Osiris, dans le livre qu'il y a dans l'Amdoua. Ouais, donc tout ça. Alors, par rapport à notre paradigme, vous devez comprendre que quand tu viens sur Terre, tu as une mission ici sur Terre. C'est ce qu'on dit dans les centres initiatiques. C'est-à-dire quand tu viens dans la tradition africaine, on va t'apprendre, tu dois connaître qui tu es, quelle est ta mission ici sur Terre. Alors, en vivant ici sur Terre, tu dois faire ce que tu es venu faire sur Terre. Qui doit t'apprendre? C'est dans l'initiation, dans les centres initiatiques, c'est comme un enseignement. Ouais, c'est dans l'enseignement qu'on va t'apprendre, voilà, comment te comporter, comment vivre, on va t'apprendre comment expérimenter ta vie physique ou ton état spirituel, l'être spirituel qui est en toi. Alors, quand tu pars de l'autre côté, tu seras jugé en fonction de tes actes. Ouais, si tu as fait du bien, effectivement, si tu as réalisé, tu as réussi ta mission, tu vas fusionner. De l'autre côté, on parle même de la fusion de l'âme dans le rat, dans l'énergie primordiale, tu vas fusionner. Et si tu n'as pas réalisé ta mission, tu peux te réincarner, il y a plusieurs manières que tu peux faire pour perpétuer la vie. Très bien. Boulopoué Kokonyamab. Oui. Pourquoi, depuis un temps, vous avez décidé de prêcher l'apostasie, la haine, la rancune, l'incompréhension simplement, ou vous voulez vous faire en descendant les autres? Pourquoi l'apostasie? C'est un malentendu. Nous, on n'est pas seulement dans ça. Nous, comme je viens de le dire au début de l'émission, on a un monde civilisationnel que nous cherchons à restaurer parce que ça a existé depuis longtemps. Alors, dans notre paradigme, nous avons notre propre manière de définir toutes les choses. Mais ce sont les autres plutôt, au lieu de venir décomprendre notre vision, ils nous amènent maintenant des questions qui, par exemple, qui dérangent. Parce que, tu vois, pour matérialiser notre civilisation, ce sont des choses sérieuses, ce sont des choses concrètes. Ouais, mais il y a d'autres personnes qui nous évoquent des choses peut-être qui vont nous faire perdre du temps. Ouais, alors nous, on n'est pas trop dans l'apostasie, comme vous voyez, nous, on parle juste de notre tradition. Là, il y a maintenant d'autres personnes qui se sentent menacées parce que, par exemple, je vais vous dire que la première personne qui est morte, ressuscitée, montée aux cieux, je vais te dire, par exemple, c'est Moussiré. Ce sont des mythes qui remontent dans nos traditions. Alors, une personne, quand il entend ça, ça va le faire mal à la... Il pense comme si on est en train de blasphémer, mais on est en train de dire des choses qui existent. Le Dieu qui crée le monde par la parole, des 3000 ans avant l'ère chrétienne, on parlait de ça. Par exemple, c'est-à-dire que toutes les pensées qu'on peut voir ça extraordinaire qui se trouvent dans les religions dites révélées, c'est présent dans notre tradition. Ouais, c'est quand on évoque ça, c'est pour cela que généralement les gens pensent qu'on est trop dans cette révélée apostasie. On n'est pas dans ça. Nous, on parle juste de notre tradition. On a un monde, une civilisation à restaurer. Nous militons dans ça, nous faisons des actions dans cet angle-là. C'est un peu ça. Autrement, pourquoi vous demandez aux gens de ne pas croire à la Bible? Nous ne demandons pas aux gens de croire, nous disons aux gens de connaître, parce que les créatures, il faut connaître. Dans le monde, je vous ai parlé ici d'être conscient. Un être humain, quand il vient sur Terre, tu dois être conscient. Parce que si tu n'es pas conscient, si tu n'es pas éduqué, tu vas être le mal, le diable que peut-être on t'a prêché dans notre religion, dans les religions dites révélées. Voilà un peu. Donc nous, on n'est pas vraiment dans cet angle-là. Nous, on dit pas aux gens on dit plutôt aux gens d'étudier notre tradition, de revenir dans notre tradition. Ouais, parce que c'est là que vous allez avoir toutes les définitions qui sont possibles. Ouais. Alors la Bible telle qu'elle est là, vu qu'elle a été écrite en 325, rassemblée en 325 par Constantin, il y a eu la volonté humaine qui est à l'intérieur. C'est comme si on t'apportait un gâteau et on t'informe déjà que ce gâteau-là a du virus. Est-ce que tu vas le consommer peut-être avec, je ne sais pas, tu vas consommer ça avec la limite, parce que tu risques d'être empoisonné. Alors, sachant déjà que, du point de vue historique, la Bible en question contient des pensées humaines, purement humaines, parce qu'il y a des gens qui ont choisi quels sont les livres qui devaient être à l'intérieur et ne pas être à l'intérieur, par amour à nos frères pour ne pas être trop aliénés. On leur dit, voilà, il faut faire attention avec ces choses-là. Voilà. Très bien. Patrick, Boulopoué Kokonyama. Oui. Plus je vous écoute, je me rends compte que peut-être que je suis allé aussi vite en besogne. Je reviens encore vers les débuts parce que normalement, c'est par là que je devrais commencer. C'est quoi la motivation derrière votre démarche? La motivation est que nous voulons que les choses changent. Vous voyez,
il y a certaines réalités. La première réalité, d'abord, que nous sommes dans... L'Européen est parti, mais nous sommes dans le néocolonialisme. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme noir refuse de réfléchir, refuse d'organiser sa société par rapport à ça. De réfléchir par rapport à sa peau, oui, non, par rapport à ses traditions, par rapport aux réalités du monde. Par rapport d'abord à son paradigme propre. Parce qu'on parle des Mondelendo, mais c'est-à-dire que tu es noir, mais tu réfléchis comme un blanc. Et tu réfléchis par rapport aux préjugés que l'homme blanc t'a mis en tête. C'est ça d'abord le premier problème. Deuxième problème, le monde multipolaire qui s'annonce. Le monde multipolaire, c'est-à-dire que c'est un nouvel ordre mondial où il y aura plusieurs puissances. La puissance ne sera plus seulement les États-Unis avec les dollars, mais il y a plusieurs autres puissances dans la Terre. Mais non, dans ce monde multipolaire-là, il faut que nous, Africains, nous soyons l'une parmi les pôles-là. Il faut que nous soyons sur une puissance. Si nous ne sommes pas une puissance dans ces mondes multipolaires-là, nous allons subir ces mondes multipolaires. Alors, pour être une puissance, tu dois apporter quelque chose. Quand les gens se sont réunis, l'Iranien, l'Arabe, l'Américain, tout le monde s'est réunis, chacun apporte quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que l'Africain va apporter? Tu vas apporter ce que l'Européen t'a apporté, qui est peut-être négatif, qui est, je ne sais pas, qui était venu d'abord pour t'assujettir. Voilà pourquoi nous voulons que l'homme noir puisse prendre conscience, étudier ses traditions, étudier ses savoirs pour rebâtir d'abord, pour revenir d'abord dans son paradigme et prendre cela comme support pour maintenant développer, être une puissance. Parce que tu peux être une puissance que quand tu es original. Être original, c'est de sortir d'une chose qui vient de toi. Maintenant, nous, on ne veut pas sortir des choses qui viennent de nous, on veut sortir des choses qui viennent d'ailleurs. Ok, vous venez là d'évoquer de la tradition. Et pourtant, toute l'histoire de l'Afrique est basée sur la tradition orale. La tradition orale, nous connaissons ses défaillances. La tradition orale n'a pas permis aux Africains de garder leur histoire. C'est ce qui est aussi à la base. Ça, c'est de un. De deux, si aujourd'hui, vous êtes dans cette démarche-là, de revenir l'homme noir dans ce que vous appelez les paradigmes, je ne sais pas comment comprendre ça, mais quelque part, vous reconnaissez que nos ancêtres ont failli dans leur mission. Nos ancêtres n'ont pas pu jouer leur rôle comme il se devait. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que l'homme noir est perdu. Vous voulez vous voulez vous rattraper. Non, l'Africain c'est lui qui a inventé l'écriture. Je vais vous montrer. Oui, l'Africain a inventé l'écriture, mais n'a pas. L'hiéroglyphe n'existe plus. Nous avançons. C'est ça ce que j'ai dit, que l'Africain n'a pas pu. N'a pas su plutôt. La tradition, ouais. Que quand vous parlez même de la tradition orale ou bien la tradition écrite, les deux là peuvent être falsifiés. Même ce qui est écrite, même ce qui est oral, même l'écrit. On parle aujourd'hui de la Bible, mais c'est une histoire falsifiée. Parce que la majorité des personnages qui sont dans la Bible n'ont jamais existé. On dit même qu'ils n'ont jamais existé. C'est d'après les théologiens, si vous pouvez appeler aux historiens. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut savoir que nous avons toujours été il n'y a que le peuple qui a été dans l'oralité, ce sont les Européens. On a toujours eu des écritures. Il faut visiter les musées. Moi, j'étais au musée récemment, j'ai vu les écritures de peuples. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ça existe, mais il faut te faire initier pour comprendre, pour voir cela. Tu peux parcourir les forums, mais tu ne peux pas voir ça. Je suis d'accord. Mais où est-ce qu'on peut retrouver ces écritures en dehors des musées? Mais c'est dans nos traditions. Il y a, chez les Pendé, chez les Choko, il y a toujours des centres initiatiques. Vous devez rentrer, peut-être aussi dans votre village, il y a aussi un centre initiatique. Vous devez aller voir pour apprendre comment il y a les écritures. Ça existe. Le problème est que vous n'allez pas même dans le musée. Par exemple, je doute même que vous avez visité le musée pour voir le système d'écriture. Allons-y, moi je vais au musée. Vous n'avez pas vu les tableaux? Par rapport à moi personnellement, Patrick, j'ai quand même une notion sur des objets liés à la tradition. Oui. Il n'y a pas de tableaux qui parlent des écritures. Peut-être l'environnement dans lequel j'ai évolué, je n'ai pas rencontré ça. Voilà pourquoi si vous nous rencontrez, on se rencontre comme ça. Mais je peux vous expliquer un masque. Un masque de chez vous, moi je peux t'expliquer. Hein? Je peux vous expliquer ça. Oui, parce que mon père fut antiquaire. J'ai travaillé longtemps à ses côtés. Mais moi je dis ceci. Votre démarche, aujourd'hui peut-être elle est louable. Mais je crois que peut-être vous avez déjà fait ce pas-là. Retournez au village, allez-y comprendre. Parce que même les écritures dont vous parlez, moi j'aurais voulu que au lieu d'écrire ce que nous ça c'est l'écriture arabe. En lieu et place d'utiliser cette écriture, on pouvait utiliser l'écriture africaine, je ne sais pas, des Pendé, ainsi de suite. Ça c'est des deux. Même l'émission que nous animons ici, on ne pouvait pas l'animer en français. On devrait la faire normalement, soit en Chiluba, Kikongo, Tetela, Lingala, et ainsi de suite. Mais le fait que vous-même, vous animez l'émission, vous répondez à nos questions en français, quelque part, vous reconnaissez que la tradition africaine a ces problèmes dans lesquels vous vous êtes lancé aujourd'hui
pour trouver des solutions. Merci beaucoup. C'est dans le cadre de l'émission, bien sûr, parce que je suis un vulgarisateur. Je parle en fonction des gens aussi, en fonction de ceux, parce que j'ai besoin que mon message soit écouté. Par les Européens. Par tout le monde, par les néocolonialistes, les néocolonisés plutôt, par les Noirs qui aiment parler français. Ouais. Et puis, je fais aussi des émissions YouTube aussi en lingala, beaucoup d'ailleurs, il y en a beaucoup. Quand je fais en français, c'est parce que ça dépend du contexte, ce n'est pas que on est trop dans la haine, tout ça, tout ça. Il y a encore d'autres questions que vous avez posées, j'ai échappé. À part la question de la langue, parce que Non, je disais que vous reconnaissez que nos arrière-grands-parents n'ont pas su préserver notre culture. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes à la perdition. Ils ont préservé la culture parce que nous sommes héritiers de plusieurs choses. En parlant des écritures, il y a plusieurs écritures. Il y a les écritures telles que le Nati Congo, il y a plusieurs autres écritures. Il y a beaucoup d'écritures. Le problème, c'est qu'on n'est pas informé parce qu'on ne s'intéresse pas trop à la tradition. Si on s'intéresse à la tradition, aux centres initiatiques, aux organisations qu'on appelle les Mango Meloboko actuellement, bah, si tu consultes tout ça, il y a des écritures, il y a plusieurs savoirs. Donc, tous les nos ancêtres ont réussi à nous transmettre parce que jusqu'aujourd'hui nous défendons cela, c'est parce que quelques-uns, par exemple, je vous retourne la parole. Quelques-uns de quoi? Des écritures? Non, il y a quelques-uns d'entre oui, voilà. Qui maîtrisent encore la tradition. Oui, maintenant, il faut que nous soyons un peu plus beaucoup, et surtout à la tête de l'État aussi pour la création même des États-Unis d'Afrique. Très bien. Je pense que les questions, il y en a. Oui. Les gens même. Mais comme la télé, c'est le facteur temps qui compte. On ne saura donc pas aller plus loin. Vous parlez des États-Unis d'Afrique, je vous donne l'occasion de mieux en parler. Il s'est tenu à Kinshasa, dans le salon de congrès du ministère des Affaires étrangères, le 9e congrès panafricain. Oui. C'était quoi l'enjeu? Parce que vous aviez participé et vous profitez de l'occasion pour nous dire les États-Unis d'Afrique là dont vous parlez. C'est quelle idée? Oui, en fait, d'abord, on doit d'abord comprendre que c'était d'abord un congrès qui s'est tenu, comme vous venez de le dire, dans le ministère des Affaires étrangères. C'était l'organisation panafricaine. Je pense qu'à la régie, si c'est possible, on peut nous balancer les différentes images de ces congrès. L'organisation panafricaine mondiale qui a organisé cela, avec quelques organisations panafricanistes, pour parler en fait de la création des États-Unis d'Afrique. C'était ça le thème. La création des États-Unis d'Afrique. Alors, nous devons comprendre que l'Africain a toujours été unifié, parce que même quand on parle de l'Égypte antique, c'était l'unification des 42 provinces, des 42 mondes, des 42 États. Quand on parle même des empires, quand tu parles de l'Empire Luba, on vous voit là en photo. L'Empire Luba, c'est avec la même tenue. Oui, c'est ça. L'Empire Luba. Ça, c'est votre tenue mystique. Non, c'est juste une tenue. D'ailleurs, même, voilà, quand tu t'habilles comme ça, cela prouve réellement que tu as eu ton argent, tu as donné à un couturier local qui a cousu cela. Et même le chapeau, ça prouve vraiment que l'économie, tu as l'amour du pays, tu veux que l'argent circule entre vous pour, bien sûr, l'économie de notre peuple. C'est la France-centricité qui recommande ça dans la. Vous êtes même intervenu là-bas? Oui, j'avais pris la parole. Alors, vous parlez des États-Unis d'Afrique. Oui, les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire que le but d'abord, c'était d'abord de comprendre qu'en termes de l'unité, on a toujours été unifiés. Ouais, l'Afrique a toujours été unifiée. Mais il faut savoir comment est-ce que nos ancêtres avaient fait pour être unifiés et comment le faire aujourd'hui. Ouais, vous allez voir que tout était basé autour de la tradition, autour de la spiritualité, autour des systèmes initiatiques. On peut appeler par exemple les systèmes religieux, dans le sens où il y a les clergés, il y a tout ça. Ouais, on était basé sur base de cela. Alors, penser les États-Unis d'Afrique, cela veut dire qu'il faudrait d'abord comprendre la chose qui nous unifiait, qui était la spiritualité, nos traditions. Ouais, et puis nous devons penser l'État par rapport à notre paradigme. Ne pas définir l'État par rapport au paradigme des autres. Alors, les États-Unis d'Afrique, c'est meilleur parce que, même Kwame Nkrumah l'avait dit, aujourd'hui, nous parlons des indépendances, mais demain, nous parlons des États-Unis d'Afrique. Quelles deviendront nos frontières, nos constitutions, nos programmes tout ça, on y travaille. De gestion. Tout ça, on y travaille. On a rédigé la constitution de cet État, parce que cet État fédéral s'appellera Kama. Voilà, la République Kama. Et puis, on a parlé aussi des chartes des valeurs Kami, où il y a des chartes où on a inclus toutes les valeurs authentiques de notre peuple pour unifier tout ça. Mais bref, vous allez comprendre que tous nos aïeux, tous nos ancêtres, tous ceux qui sont venus, nos aînés, qui sont venus dans cette lutte panafricaine ou kamites, ils ont toujours parlé sur la création des États-Unis d'Afrique. Comme on en avait parlé, même quand on avait parlé, il avait préfacé un livre de M. Diouf, où il avait parlé que voilà, nous devons mettre l'Afrique dans le pente d'un État fédéral. Ouais, donc tout le monde, ils ont parlé de ça, c'est-à-dire qu'on doit revenir sur ça, mais on essaie de se distraire en créant l'Union africaine qui actuellement ne porte pas de fruits, et vraiment on doit travailler sur la création des États-Unis d'Afrique, toutes ces questions sur les frontières, la Constitution, on en avait parlé là-dedans, c'était vraiment très magnifique, mais je pense qu'il y aura la dernière séance au mois d'août, là maintenant ce sera la clôture, comme ça je viendrai dans l'émission pour vous présenter toute
la fin du travail. Très bien. L'émission prend déjà fin. Déjà. Mais en 30 secondes, Oui. je voudrais vous demander, parce que tout à l'heure, vous nous avez présenté un ouvrage Oui. écrit par Cheikh Anta Diop. Oui. Je ne crois pas que Cheikh Anta Diop soit le seul qui a moralisé, qui a motivé les Africains à pouvoir croire au panafricanisme et à engendrer le kémitisme dont vous avez parlé. À part Cheikh Anta Diop, qui sont ces géants africains que l'on peut lire et qui peuvent nous inspirer davantage sur la démarche panafricaniste? On va chuter par là. Bon, en termes de, il faut lire Cheikh Anta Diop. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a Cheikh Anta Diop, il y a Théophile Obenga aussi qui a écrit aussi plusieurs Le livres. Brazzavillois. Ouais, le Brazzavillois. Il y a Mbong Basson qui a écrit plusieurs théories. Camerounais. Le Camerounais. Et ici aussi au pays aussi, il y a quand même des gens qui font ce grand travail pour Professeur Moubabing et Bilolo. Babing et Bilolo, par exemple. Il y a aussi le professeur Masson Sawa aussi qui est aussi Masson Sawa, Masson Oui, Sawa. qui est aussi dans la Lui, lutte. Il y a aussi- il est toujours en France ou ici? Ah, je sais qu'il est à Motel Fikin, je ne sais pas si Oui, actuellement oui, il est en avec voyage. le centre Serva, Burki d'études Serva. et de recherche sur les valeurs africaines. J'ai été au Serva, Il oui. y a aussi des grands mobilisateurs, même dans le média, où il y a avec les écrits, il y a aussi Papa Lobo Lalo Ilondo qui fait aussi un grand travail dans Et chez Nouti. chez Nouti. Et puis il y a tant d'autres. Il y a vraiment, bon, il y a aussi Amam Azama qui a écrit plusieurs livres. Il y a Modifié la santé qui a écrit l'afrocentricité que j'ai évoqué ici, la théorie de l'afrocentricité. Très bien. Je crois que je comprends qu'ils sont très nombreux. Merci. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Je pense que vous avez aimé cette émission. Nous vous disons un grand merci. Merci à la grande équipe technique qui vraiment a veillé à nous donner un très bon résultat, tel que vous le constatez. Vous avez à dire, Patrick Moukadi? Non, je dis merci. Ça va me permettre de me concentrer sur mes recherches par rapport au panafricanisme, par rapport aux religions des Noirs, tout ce qui tourne autour de l'origine de l'homme africain, de l'homme noir surtout. Et je crois dans les jours à venir, nous aurons encore un autre débat. Vous devez aussi lire aussi Kalala Mutunde, ça va aussi beaucoup vous aider dans votre recherche. Très bien. Je le ferai. D'accord. Merci beaucoup Naomi Umba, Isha Kalengai et Deon Mumbumbu. Ils nous ont assistés lors de l'enregistrement de cette émission. Merci à vous d'être passé. Ça reste votre plateau. Vous pouvez revenir quand vous voulez, les temps que Patrick Moukadi sera en train de mener ses recherches. Alors. Merci.